Les protéines, protéines animales. Teneur et valeur des protéines. 8 acides aminés essentiels. Valeur nutritionnelle d'une protéine, protéine équilibrée ou complète. Céréales et légumineuses. Association traditionnelle. Les protéines des plantes sauvages. Autres avantages. À associer à des aliments riches en glucides. Les protéines vertes semblent promises à un bel avenir. Savourer la santé, l'art de manger moins de protéines animales. On entend souvent dire que les protéines animales sont supérieures aux protéines végétales. Pour certains, il s'agit d'un dogme, que d'autres remettent en question. Tâchons de voir ce qu'il en est réellement, à la lumière de découvertes récentes concernant les parties vertes, vivantes, des plantes. Depuis que les savants du siècle dernier se sont penchés sur la nutrition, tout le monde en est venu à penser, protéines égale beefsteak, ou à la limite égale œufs ou fromage. C'est que les tissus animaux, les laitages et les œufs ont une teneur importante en protéines, 20 à 30%, et que la valeur de ces dernières est satisfaisante. Mais les produits animaux apportent en même temps à l'organisme une quantité importante de graisses saturées, dont l'excès est dangereux par son action sur le taux de cholestérol, ainsi que des purines, qui laissent des déchets toxiques. Et surtout, la production de protéines animales représente un gaspillage énorme. Il faut 5 kg de protéines végétales, directement utilisables par l'homme, pour faire 1 kg de protéines du lait, des œufs ou de la viande de poulet. Il en faut 7 kg pour produire 1 kg de protéines du porc. Et il en faut 17 kg pour 1 kg de protéines de bœuf. Et quand on sait que les protéines végétales dont il est question sont produites en majorité dans le tiers-monde alors que les produits animaux sont surtout consommés dans les pays industrialisés, il est aisé de se rendre compte que ce gaspillage s'accompagne d'un déséquilibre à l'échelle planétaire. Lorsqu'on parle des protéines que contient un aliment, on en considère tout d'abord la teneur, c'est-à-dire la quantité par rapport à un poids donné de l'aliment, en général 100 grammes. Non moins importante est la valeur de ces protéines. Car nous n'utilisons pas de la même façon toutes les protéines. Ces substances célèbres sont formées en particulier de plusieurs acides aminés, molécules azotées qui sont en quelque sorte les blocs de construction de notre organisme. Si notre organisme peut synthétiser un certain nombre d'acides aminés, en décomposant les protéines que lui apportent nos aliments, il en existe 8 qu'il ne peut fabriquer, et qui doivent donc lui être fournis tels quels par notre nourriture. Ces 8 acides aminés essentiels portent les jolis noms d'isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, thréonine, tryptophane, et valine. Un 9e acide aminé est nécessaire au cours de la croissance. Si les 8 acides aminés essentiels sont présents dans des proportions à peu près semblables, on dit que la protéine est équilibrée ou complète, car notre corps peut l'utiliser efficacement. Mais il y a toujours un acide aminé dont la proportion au sein de la protéine est plus faible que les autres, il est dit limitatif. La capacité d'utilisation de la protéine par l'organisme est proportionnelle à cet acide aminé limitatif. Donc si l'un des acides aminés d'une protéine est relativement très bas, la capacité d'utilisation de cette protéine par l'organisme sera également très basse. La valeur nutritionnelle d'une telle protéine est faible. La plupart des civilisations se sont édifiées grâce à l'utilisation des céréales et des légumineuses, sources d'énergie, de par leurs glucides, faciles à stocker et à utiliser. Depuis plusieurs années, de nombreuses personnes ont retrouvé cette alimentation ancestrale, longtemps jugée dépassée. Mais il n'est pas rare que les voix sentencieuses des diététiciens s'élèvent pour mettre en garde contre les dangers de carence possibles en protéines. Car si les céréales sont bien pourvues en protéines, 8 à 18%, et si les légumineuses en regorgent, 20 à 40%, la valeur de ces protéines laisse généralement à désirer, l'un de leurs acides aminés n'étant présent qu'en faible quantité. Les céréales sont déficientes en lysine, et souvent aussi en tryptophane, les légumineuses en méthionine. Il serait donc théoriquement possible de manquer de protéines, puisque dans ce cas, elles ne sont pas équilibrées. Mais il a toujours été traditionnel sur tous les continents d'associer dans la nourriture quotidienne les céréales et les légumineuses, riz et soja en Extrême-Orient, blé, chapati, et lentilles, dalle, en Inde, maïs, tortilla, et haricots en Amérique centrale, blé et lentilles, pois chiches ou fèves au Moyen-Orient, blé ou seigle, pain et lentilles ou pois en Europe, etc. Lors de ces combinaisons au même repas, le corps absorbe des protéines complètes,
la lysine des légumineuses complétant le manque de lysine des céréales, et vice-versa avec la méthionine. Des millions de personnes continuent à se nourrir de cette manière, avec de très rares apports de produits animaux, voire même aucun, sans que l'on constate de carence lorsqu'elles disposent d'une quantité suffisante de nourriture. Les plantes sauvages, qui formaient une part très importante de l'alimentation de nos aïeux, poussent d'eux-mêmes aux endroits qui leur conviennent le mieux, présentent souvent d'étonnantes teneurs en protéines, 4,2% pour la bourse à Pasteur et le kénopode blanc, 4,5% pour la mauve, et jusqu'à 9% pour l'ortie. Ces teneurs sont données en poids frais. Si l'on veut les comparer à celles des céréales et des légumineuses, il faut les convertir en poids sec, ce qui donne 27% pour le kénopode et environ 40% pour l'ortie, soit davantage que la viande ou le soja. Et tenez-vous bien, car c'est là qu'explose la bombe nutritionnelle, il s'agit de protéines complètes, équilibrées en acides aminés. Leur valeur nutritionnelle est équivalente à celle des œufs, supérieure à celle de la viande. Mais les protéines vertes offrent encore plusieurs avantages. Des substances utiles les accompagnent, vitamines, enzymes et sels minéraux. Les plantes sauvages sont de véritables pilules multivitamines. Autre avantage, elles sont présentes dans les feuilles, organes aériens faciles à ramasser. De plus, très souvent les végétaux producteurs sont pérennes, ce qui représente une grosse économie d'énergie par rapport aux plantes annuelles, qui doivent être semées chaque année sur un terrain labouré. Mais si les feuilles nous apportent les protéines nécessaires, elles ne renferment pas suffisamment de glucides pour subvenir à nos besoins. Il faudra donc les envisager en association à des aliments riches en hydrates de carbone comme les grains, céréales, les graines, glands, châtaignes, légumineuses, ou les racines, dont les rhizomes et les tubercules, comme cela s'est toujours fait. En fait, la consommation de feuilles n'est rien de nouveau, nous sommes consommateurs de protéines foliaires depuis très longtemps. Mais leur part dans notre alimentation n'a pas cessé de décroître au profit de celle des produits animaux, autrefois l'apanage des riches et donc symbole de statut. En ce qui concerne les légumes et les fruits, 95% des aliments que nous consommons sont constitués par une vingtaine d'espèces végétales. Or ce ne sont pas moins de 1200 plantes sauvages comestibles qui ont déjà été recensées en Europe, il y a donc de quoi explorer. Le problème des protéines est double. Chez nous, c'est la pléthore, et nombre de maladies de dégénérescence dites de civilisation sont dues au moins en partie à une surconsommation de protéines. Dans certaines parties du tiers-monde par contre, les carences existent. Nous n'avons pas à nous soucier dans nos pays riches de consommer davantage de protéines, mais il est de notre devoir d'en éviter le gaspillage. Un régime végétarien riche en légumes-feuilles, avec si possible un apport régulier de plantes sauvages, pourrait bien être le meilleur moyen de vivre en bonne santé tout en utilisant un minimum d'énergie et de terrain, une réponse efficace au problème de la surpopulation. Et rien ne l'empêche d'être aussi très savoureux. Dans le tiers-monde, l'emploi de légumes locaux, parfaitement adaptés au sol et au climat, et riches en protéines complètes, pourrait contribuer à résoudre le problème de la faim. Économique, équilibré, facile à produire, les protéines vertes semblent promises à un bel avenir. Qu'en sera-t-il ? C'est à nous de le décider.